Je venais de décrocher une énorme promotion, et la réaction immédiate de mon mari a été d'exiger des comptes séparés. Il a insisté pour partager les factures à 50-50, agissant comme si c'était lui qui nous soutenait. J'ai accepté instantanément. Il pensait que j'étais terrifié, mais je ne faisais que découvrir la vérité. Le dimanche, un cri a déchiré notre cuisine, assez fort pour alerter les voisins. Personne n'est mort cet après-midi-là, mais la vie frauduleuse qu'il menait à mes frais, elle, est bien morte. Je m'appelle Élise Ramirez, et plus tôt cette semaine, j'ai été nommée vice-présidente de la croissance chez Velom Ridge Partners. C'était le genre de promotion qui justifie généralement du champagne, une sortie en ville, et peut-être un moment de fierté partagé entre un mari et une femme. Au lieu de cela a déclenché un coup d'état dans la salle du conseil à ma propre table de dîner. Nous étions assis à une table pour 6 dans un bistrot qui facturait $20 pour une portion de frites à la truffe. Derek avait insisté pour inviter 2 autres couples, des amis de son cercle d'entrepreneurs, pour célébrer. J'aurais dû me méfier. Derek Hay, 41 ans et coach de vie autoproclamé, ne faisait jamais rien sans un public. Il vivait sa vie comme si une caméra tournait en permanence, documentant son ascension vers un succès qui n'est jamais vraiment arrivé. Les entrées venaient d'être débarrassées lorsque Derek a posé son verre de vin avec un tintement délibéré et lourd. Il s'est éclairci la gorge, s'assurant d'avoir l'attention de tout le monde. Il a commencé, sa voix assez forte pour couvrir le jazz d'ambiance. « Tu sais, Élise, j'ai réfléchi, maintenant que tu t'imposes enfin dans le monde de l'entreprise, je pense qu'il est temps de moderniser nos finances. » La table est devenue silencieuse. Notre amie Sarah a baissé les yeux sur son assiette, sentant l'embuscade. Je l'ai juste regardé. J'avais 39 ans, j'étais fatigué par une semaine de travail de 60 heures, et je savais exactement quel ton il utilisait. C'était sa voix de leader visionnaire, celle qu'il utilisait pour ses stories Instagram quand il prêchait sur les mentalités alpha à ses 3000 abonnés. J'ai demandé, gardant mon visage parfaitement lisse, « Que veux-tu dire, Derek ?» Il a déclaré, en faisant un geste avec une fourchette, des comptes séparés. 50-50 sur tout. Hypothèque, charge, course, sortie. C'est juste, non. Je veux dire, le féminisme, c'est l'égalité. J'en ai assez de porter la charge mentale de la gestion du pot familial. Tu gagnes ton argent, je gagne le mien, et nous partageons les factures en deux. Propre, juste. Il s'est penché en arrière, un sourire suffisant plaqué sur son visage. Il essayait de me faire honte. Il insinuait à nos amis qu'il avait été le pourvoyeur de fonds pendant tout ce temps. Le mari las soutenant une femme qui commençait enfin à faire sa part. C'était une manœuvre de pouvoir conçue pour me remettre à ma place, pour me rappeler que peu importe mon titre chez Velom Ridge, il était l'homme de la maison. Il s'attendait à ce que je rougisse de honte. Il s'attendait à ce que je proteste, que je murmure que nous devrions en discuter à la maison, ou que je panique à l'idée de perdre l'accès à sa fortune. J'ai pris une gorgée d'eau. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai dit, d'accord. Le sourire sur le visage de Derek a vacillé une fraction de seconde. J'ai dit, ma voix stable et légère, oui, d'accord. Je pense que c'est une idée fantastique, Derek. 50-50 avec effet immédiat. Nous pouvons séparer les comptes demain. Il a bafouillé, se reprenant rapidement, mais l'air légèrement mal à l'aise, d'accord, bien. Content que nous soyons sur la même longueur d'onde. Il s'était préparé un discours pour contrer ma résistance. Il n'était pas préparé à une acceptation immédiate et joyeuse. Il s'est tourné vers ses amis, se lançant dans une histoire sur ses dernières perspectives en matière de crypto-monnaie. Mais l'ambiance avait changé. Il pensait avoir gagné. Il pensait qu'il venait de me couper de ses ressources. J'étais assise là, coupant mon steak. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti une clarté froide et nette. Il voulait du 50-50. Il n'avait absolument aucune idée de ce à quoi ressemblait le 50-50. Le trajet de retour à la maison fut silencieux. Derek fredonnait en suivant la radio, tapotant ses doigts sur le volant, dégageant l'énergie d'un homme qui avait réussi à affirmer sa domination. Je regardais par la fenêtre les lampadaires qui défilaient, mon esprit parcourant déjà les identifiants de connexion de chaque institution financière que nous utilisions. Quand nous sommes rentrés, Derek est allé directement sous la douche. Il a crié, « Grosse journée demain, chérie. J'ai une séance photo de Marc le matin. » J'ai répondu, « Dors bien. » Dès que la porte de la salle de bain s'est refermée,
Je suis allé dans mon bureau à domicile et j'ai verrouillé la porte. Je n'ai pas allumé le plafonnier. La lueur de mes 2 moniteurs suffisait. Je me suis assise et j'ai ouvert une feuille de calcul vierge. Pendant les 6 dernières années, j'avais été l'épouse dévouée. J'avais géré la logistique du ménage pour que Derek puisse se concentrer sur son entreprise. J'avais acquiescé avec soutien quand il disait qu'il devait réinvestir ses profits dans un meilleur équipement. J'avais absorbé les coûts des courses et des vacances parce que je ne voulais pas blesser son ego en soulignant que sa contribution ce mois-là était de 0. Je l'avais laissé jouer le rôle du pourvoyeur de fonds parce que je pensais que le mariage était un partenariat, qu'il s'agissait de combler les lacunes l'un de l'autre. Mais ce soir, il avait exigé un audit. Alors, j'allais lui en donner un. Je me suis connecté à notre compte joint principal, puis aux cartes de crédit, puis à l'épargne. J'ai commencé à télécharger 6 ans d'historique de transactions. Les chiffres se sont déversés sur l'écran, colonne après colonne de noir et de rouge. J'ai commencé à catégoriser. J'ai créé des tableaux croisés dynamiques. J'ai filtré par source de revenus. Les données n'étaient pas que des chiffres. C'était un récit. C'était l'histoire d'un mensonge que j'avais aidé à maintenir. Année 1, contribution d'Élise 88%, contribution de Derek 12%. Année 2, contribution d'Élise 92%, contribution de Derek 8%. Année 3, contribution d'Élise 90%. J'ai ressenti une douleur physique dans ma poitrine, une piqûre brûlante de trahison. Ce n'était pas seulement que je payais pour des choses, c'était ce pourquoi je payais. J'ai vu des frais pour des applications de coaching de haute performance. J'ai vu des frais pour du matériel d'éclairage professionnel. J'ai vu des frais pour des abonnements à des salles de sport de luxe pour entretenir son physique pour la marque. J'ai vu des milliers de dollars dépensés pour des dîners de réseautage où il payait l'addition pour paraître prospère. Tout cela payé depuis le compte joint, le compte qui était financé presque entièrement par mon salaire de Velom Ridge. Derek ne soutenait pas la famille. Je soutenais Derek pendant qu'il jouait à se déguiser en PDG. Mes yeux ont attrapé une charge récurrente que je n'ai pas reconnue immédiatement. Des frais de traitement mensuels, assez petits pour être ignorés, mais constants. Cela durait depuis 14 mois. Cela ressemblait à des frais de service pour un box de stockage secondaire ou peut-être un service de boîte postale. J'ai surligné la ligne et les marqué en jaune. J'enquêterai plus tard. Pour l'instant, je me suis concentré sur le total. Il voulait partager les dépenses à 50-50. J'ai regardé le paiement de l'hypothèque, puis l'électricité, l'eau, Internet, l'assurance automobile pour son VUS de luxe en location, qui était à mon nom parce que sa cote de crédit était trop volatile. J'ai tapé une formule dans la feuille de calcul pour calculer quelle serait sa part selon ces nouvelles règles équitables. Le nombre qui est apparu dans la cellule était significativement plus élevé que le montant total qu'il avait déposé sur notre compte au cours des 4 derniers mois combinés. Il venait de renvoyer son principal investisseur, et il ne le savait même pas. J'ai sauvegardé le fichier. Je l'ai nommé registre vérité.xlsx. Puis, par pure habitude professionnelle, j'ai sauvegardé une copie sur mon lecteur cloud personnel, j'en ai envoyé une copie à mon adresse professionnelle, et j'ai mis une 3e copie sur une clé USB cryptée que j'ai glissée dans mon sac à main. J'ai entendu la douche s'arrêter à l'étage. J'ai fermé l'ordinateur portable, mon rythme cardiaque ralentissant pour devenir un battement calme et rythmé. Je n'étais pas triste. Je n'étais même plus en colère. J'étais efficace. J'étais la vice-présidente de la croissance, et je venais d'identifier un actif non performant qui drainait les ressources. La poignée de la porte de mon bureau a cliqueté, puis s'est ouverte. Derek se tenait là, une serviette autour de la taille, les cheveux humides. Il a demandé, s'appuyant contre le cadre de la porte, posant même maintenant, « Tu travailles tard ?» Ne te surmène pas, Élise. Tu sais ce que je dis de la culture du travail acharné. J'ai dit en me levant, prête pour la transition, je classe juste quelques fichiers. Il a dit en bâillant, bien. Oh, au fait, ma mère vient déjeuner ce dimanche. Elle veut un déjeuner traditionnel, tu sais, poulet rôti, tout le tralala. Assure-toi que la maison est présentable. D'accord ? Elle n'arrête pas de demander pourquoi nous ne l'avons pas invitée. Hélène Aye, une femme capable de repérer un mouton de poussière à 3 pièces de distance et qui croyait que le devoir principal d'une épouse était de faciliter la grandeur de son mari. J'ai répété, dimanche. Il a dit, oui, dimanche. D'accord. Je serai là.
Derek a souri, satisfait, et s'est tourné pour aller se coucher. Il s'est endormi en pensant qu'il avait réussi à affirmer son autorité, que sa mère venait renforcer son règne, et que sa femme était en bas à accepter docilement ses conditions. J'ai regardé mon ordinateur portable une dernière fois. Dimanche était parfait. D'ici dimanche, la première facture de sa nouvelle vie à 50-50 serait due, et j'avais le sentiment que ce déjeuner avec Hélène serait un repas qu'il n'oublierait jamais. Le silence dans la maison était lourd, rompu seulement par le bourdonnement du réfrigérateur en bas et le cliquetis rapide de mon clavier mécanique. J'avais toujours aimé ce clavier. Il était précis. Il était tactile. Il ne laissait aucune place à l'ambiguïté. Chaque frappe était un fait enregistré. Et ce soir, je compilais un dossier de faits qui allait démanteler mon mariage. J'ai commencé par les relevés bancaires. Je me suis connecté à notre compte chèque principal, celui que Derek appelait notre fonds de fonctionnement, et j'ai téléchargé les PDF des 72 derniers mois. Je n'ai pas seulement jeté un coup d'œil au toto. J'ai exporté les données dans un format CSV brut et j'ai commencé à nettoyer les lignes. J'ai d'abord codé les revenus par couleur. Vert pour moi, bleu pour Derek. L'écran est devenu une mer de vert. La première année de notre mariage, j'avais contribué à 86% des fonds du ménage. À la troisième année, alors que ma carrière chez Velom Ridge commençait à s'accélérer et que Derek décidait de réorienter son entreprise de coaching pour la 4e fois, ma contribution est passée à 92%. Les lignes bleues de Derek étaient sporadiques. De pathétiques petits îlots dans un océan de mes gains. Un dépôt de 5 cents dollars ici d'un client unique. Un virement de 200 dollars de sa mère là. Puis sont venues les dépenses. C'est là que la nausée s'est installée. Ce n'était pas la nausée d'une gastro-entérite. C'était la prise de conscience froide et creuse que j'avais été la victime d'une longue escroquerie. J'ai filtré les dépenses professionnelles. Derek avait toujours insisté pour que nous mettions ses frais professionnels sur la carte de crédit conjointe parce que, comme il le disait, nous avions besoin des points de voyage. Il disait, c'est un investissement, Élise. Il faut dépenser de l'argent pour construire une marque. J'ai regardé ce qu'il construisait. 14 novembre, boîtier d'appareil photo et kit d'objectifs à 3200 dollars. Je me souvenais de cette semaine. Il avait dit qu'il avait besoin d'une vidéo de qualité cinéma pour sa chaîne YouTube. Cette chaîne avait 11 vidéos, dont la plus récente avait été mise en ligne il y a 8 mois et comptait 42 vues. 3 janvier, 6 cents dollars. Abonnement annuel à un logiciel de planification haut de gamme. Il n'avait aucun client à planifier. 21 mars, 450 dollars. Lululmon. Il avait classé cela comme tenue de travail uniforme. J'ai parcouru des mois de frais pour des déjeuners de réseautage dans des steakhouse où l'addition pour 2 personnes dépassait 300 dollars. J'ai vérifié les dates par rapport à mon calendrier. Plusieurs de ces soirs, je travaillais tard au bureau, mangeant une salade froide à mon bureau pendant que mon mari achetait du bœuf wagyu pour des partenaires potentiels qui ne se sont jamais matérialisés. Le calcul était brutal. Au cours du dernier exercice fiscal seulement, Derek avait dépensé 24 000 dollars en maintenance de marque. Dans la même période, il avait contribué exactement 3 100 dollars au compte joint. Il n'était pas un entrepreneur. C'était une personne à charge avec un passe-temps coûteux. Mais l'argent n'était que la moitié de l'équation. Derek avait parlé de la charge mentale au dîner, osant me faire la leçon sur l'équité. J'ai ouvert un nouvel onglet dans ma feuille de calcul et les nommé « Travail invisible ». J'ai commencé à calculer les heures que je passais sur des tâches qui se produisaient simplement par magie dans le monde de Derek. Course et planification des repas, 4 heures par semaine. Au tarif du marché d'un personal shopper, cela faisait 100 dollars par semaine. Nettoyage et lessive, 6 heures par semaine. Tâches administratives, prendre ses rendez-vous chez le dentiste, acheter les cadeaux d'anniversaire pour sa mère, rechercher les meilleurs taux d'assurance, 3 heures par semaine. J'ai attribué un taux horaire conservateur de 25 dollars à ces tâches. Je ne lui facturais même pas mon taux horaire de vice-présidente. Je lui facturais le tarif d'une aide domestique. La formule a calculé les chiffres sur 6 ans. Le travail non rémunéré que j'avais fourni s'élevait à un montant qui aurait pu acheter une berline de luxe, en espèces. Derek se promenait dans cette maison comme un roi, se plaignant d'une vaisselle occasionnellement non lavée alors que je gérais en fait une chambre d'hôte tout compris pour lui, gratuitement. Je me suis adossé, me frottant les tempes. La disparité était si vaste qu'elle en était presque comique. Il voulait du 50-50.
si nous instaurions réellement un véritable partage à 50-50 à partir d'hier, Derek serait insolvable en 48 heures. Il ne pourrait pas se permettre l'électricité pour charger le téléphone qu'il utilisait pour faire défiler TikTok. Je suis retourné au relevé de carte de crédit, parcourant le mois le plus récent, à la recherche de tout abonnement récurrent que nous devions annuler avant la séparation des comptes, Netflix, Spotify, la salle de sport. Puis je l'ai vu. C'était une petite charge, seulement 19,99 $. Elle était simplement intitulée « Frais de traitement HCL ». J'ai froncé les sourcils. Je ne reconnaissais pas le code du commerçant. Ce n'était pas un service de streaming. Ce n'était pas une charge de service public. J'ai cherché dans l'historique des transactions. La charge apparaissait le 12 de chaque mois depuis 14 mois. J'ai surligné la ligne. 19 $ était négligeable par rapport aux milliers qu'il avait gaspillés en matériel photo. Mais cela semblait différent. Cela semblait stérile, administratif. J'ai cherché le traitement HCL sur Google. Les résultats étaient vagues, pointant principalement vers des sociétés de holding financières génériques ou des entreprises de logistique. Mais un message sur un forum datant de 3 ans mentionnait un descripteur similaire associé à des frais de service de prêt pour les emprunteurs à haut risque. J'ai fixé l'écran. Un prêt? Nous n'avions pas d'autres prêts. Je gérais l'hypothèque. Je gérais les paiements de la voiture. Nous payions nos cartes de crédit en totalité chaque mois. Ou plutôt, je les payais en totalité. Pourquoi y aurait-il des frais de traitement pour un prêt dont je n'étais pas au courant? Un frisson glacial m'a parcouru le dos, différent de la colère que j'avais ressentie plus tôt. C'était le froid de l'inconnu. Était-ce une carte de crédit secrète? Un prêt personnel qu'il avait contracté pour acheter des crypto-monnaies? J'ai survolé la cellule avec ma souris. Je pouvais le réveiller. Je pouvais monter, le secouer pour le réveiller et exiger de savoir ce qu'était le traitement HCL. Mais je me suis arrêté. Si je lui demandais maintenant, il mentirait. Il dirait que c'était un abonnement logiciel pour son entreprise. Il dirait que c'était une erreur. Il me manipulerait, me traiterait de paranoïaque et me dirait que j'obsédais pour 20 $ alors que je venais d'avoir une promotion. Il utiliserait son charme pour brouiller les pistes. Non, j'avais besoin de plus qu'une ligne de transaction. J'avais besoin du document. J'ai marqué la cellule en rouge vif. Je n'ai pas enquêté plus loin cette nuit-là. J'ai simplement enregistré. Je l'ai ajouté au registre. La feuille de calcul était maintenant une carte complète de notre mariage. Elle montrait le flux des ressources, la fuite d'énergie et le mensonge qui maintenait le tout. Elle montrait que pendant que je construisais une carrière, Derek construisait une façade, et j'étais l'échafaudage sur lequel il se tenait. J'ai sauvegardé le fichier à nouveau. Registre vérité V2. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. Il était 3 heures du matin. Je devais me lever dans 4 heures pour ma première réunion de direction en tant que vice-présidente. Je me suis levé et me suis étiré, mes articulations craquant dans la pièce silencieuse. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé la rue sombre. À l'étage, Derek dormait profondément, rêvant de son utopie à 50-50, rêvant du respect qu'il pensait mériter. Il n'avait aucune idée que le sol sous ses pieds avait déjà été excavé. Il voulait se séparer. Il voulait tracer une ligne au milieu de nos vies et compter les haricots. J'ai murmuré au reflet dans la vitre, « D'accord, Derek. Tu veux te séparer? Très bien, mais tu vas d'abord te séparer de l'illusion. » La mise en place du nouvel ordre mondial a commencé un mardi matin par un carillon doux et joyeux provenant du téléphone de Derek. C'était la notification sonore de Venmo. J'étais dans la cuisine en train de préparer une seule portion de flocons d'avoine. J'avais mesuré exactement une demi-tasse de flocons d'avoine, une demi-tasse de lait d'amande et une poignée de myrtilles. Je ne préparais pas le smoothie protéiné que Derek attendait habituellement à 7 heures du matin. Je ne préparais pas ses vitamines. Je prenais simplement mon petit déjeuner. Derek est entré en titubant dans la cuisine, se grattant la poitrine, regardant son téléphone en plissant les yeux. Il a demandé, la voix pâteuse de sommeil, « Qu'est-ce que c'est ?» J'ai dit en soufflant sur ma cuillère, « C'est la demande pour l'hypothèque. Et les impôts fonciers et l'électricité et Internet. Je les ai regroupés en une seule demande pour te faciliter la tâche. » Efficace, non. Il a fixé l'écran. 2840 $? J'ai répondu, c'est exactement 50% des coûts fixes mensuels.
J'ai même arrondi les centimes pour que ce soit propre. Il a continué, regardant alternativement le téléphone et moi, 2800 $. Élise, je pensais qu'on partageait juste les courses et les dîners, tu sais, les trucs du quotidien. Je lui ai rappelé, ma voix agréable et serviable, tu as dit qu'on te séparait. Tu as dit que tu en avais marre que je porte la charge mentale. L'hypothèque est la plus grosse charge de toutes. Je ne voulais pas te priver de l'occasion de contribuer ta juste part au toit au-dessus de ta tête. C'est valorisant, n'est-ce pas? Il a dégluti difficilement. Je savais exactement combien il y avait sur son compte chèque personnel parce que j'avais vu le registre la veille. Il avait environ 4000 $ de liquidité. Je venais de lui demander 70% de sa valeur nette avant même qu'il ait bu son café. Il a dit, la voix tendue, d'accord. Ouais, totalement. C'est juste un gros chiffre à voir d'un coup. J'ai souri, bienvenue dans le monde des propriétaires. J'ai besoin de ce virement avant la fin de la journée, s'il te plaît. Le prélèvement automatique de l'hypothèque est demain. Il a tapoté l'écran avec une force agressive, autorisant le virement. J'ai vu la grimace qu'il a essayé de cacher. C'était le visage d'un homme qui venait d'acheter un billet pour un spectacle qu'il ne voulait pas vraiment voir. Le choc financier a été immédiat. Mais l'effondrement domestique a mis environ 48 heures à se manifester pleinement. Ça a commencé avec le linge. Pendant tout notre mariage, les vêtements de sport de Derek, ses tenues de marque coûteuses et évacuant l'humidité, apparaissaient comme par magie pliées dans son tiroir chaque mercredi. Il traitait le panier à linge comme un portail vers une autre dimension où des elfes nettoyaient ses chemises tachées de sueur. Le jeudi matin, j'ai entendu le bruit de tiroirs ouverts et refermés violemment. Élise, où sont mes shorts de compression? Les noirs avec la bande rouge. J'étais dans le salon en train de répondre à des courriels. J'ai répondu, je ne suis pas sûr. Il est sorti en trombe sur le palier, portant une serviette. Ils ne sont pas dans le tiroir. Tu n'as pas fait la lessive hier? J'ai dit, si. J'ai lavé 2 brassées de mes vêtements de travail et les draps. Je n'ai vu aucune de tes affaires dans mon panier. Il avait l'air confus, ton panier? Nous avons un seul panier à linge. Je l'ai corrigé, nous en avions un. Mais comme nous séparons les opérations, je me suis acheté un deuxième panier à linge. Il est dans le placard. Celui dans la salle de bain est maintenant le tien. J'ai supposé que tu voudrais t'occuper de tes propres affaires délicates. Tu es très pointilleux sur la température de l'eau après tout. Il m'a regardé, la bouche légèrement bée. Tu veux que je fasse ma propre lessive? J'ai dit, sans lever les yeux de mon ordinateur portable, 50-50. Je suis sûr qu'un entrepreneur visionnaire peut comprendre comment fonctionne une machine à laver, Derek. C'est beaucoup moins complexe que le marché des crypto-monnaies. Il a soufflé et est retourné dans la chambre. Il est allé à la salle de sport ce jour-là en portant un short de bain et un t-shirt en coton froissé d'une réunion d'anciens élèves. Il avait l'air ridicule. Le vendredi soir, la cuisine était devenue une étude sur la théorie du chaos. J'avais arrêté de remplir le réfrigérateur avec les articles que lui seul mangeait. Le yaourt grec, la marque spécifique de tranches de dinde, les bières artisanales. J'ai acheté de la nourriture pour moi. Salade, poisson, eau pétillante. Derek est rentré d'une session de stratégie, que je savais être juste lui assis dans un café utilisant le Wi-Fi gratuit, et a ouvert le réfrigérateur. Il a annoncé, il n'y a rien à manger. J'ai dit, en montrant mon contenant Tupperware de saumon grillé, j'ai plein de choses à manger. Élise, allons. C'est mesquin. J'ai dit, ce n'est pas mesquin. C'est de l'économie. Je gère mes stocks. Tu es responsable des tiens. Si tu veux dîner, il y a une épicerie à 3 pâtés de maison. Il a claqué la porte du réfrigérateur. Tu me punis. C'est ça. Tu me punis parce que j'ai demandé des limites financières. J'ai posé ma fourchette. Le son était sec contre l'assiette en céramique. Je me suis tourné pour le regarder, et j'ai laissé la chaleur disparaître de mes yeux. La punition implique que j'essaie de t'apprendre une leçon, Derek. Ce n'est pas le cas. Tu as demandé de l'autonomie. Tu as appelé ça de l'équité. Je te donne simplement exactement ce que tu as demandé. J'ai pris du recul. Je ne suis plus ta directrice, ta femme de ménage ou ta banquière. Je suis ta colocataire qui se trouve être ta femme. Ce n'est pas une punition. C'est l'indépendance.
Tout ce que tu ressens en ce moment, le stress des factures, la faim, l'agacement des vêtements sales, c'est juste le poids de ta propre vie. Tu le portes enfin. Il n'a pas eu de répartie. Il m'a juste regardé, le visage rouge, et a attrapé ses clés. Il a marmonné, je vais chercher un chipotle. J'ai dit, profite bien. N'oublie pas de suivre la dépense. Plus tard dans la nuit, la maison était de nouveau silencieuse. Derek était dans le garage, son sanctuaire. Il pensait être hors de portée de voix, mais les conduits de ventilation de notre maison transportaient remarquablement bien le son, surtout dans la chambre d'amis où j'installais actuellement mes nouveaux arrangements pour dormir. J'ai entendu sa voix, basse et plaintive. Il était au téléphone. Derek disait, « Mec, je ne sais pas. Elle a juste changé. Depuis qu'elle a ce titre de vice-présidente, elle est différente, froide. Ouais, elle me fait payer le moindre centime sur tout. J'essaie de fixer des limites saines, de créer un partenariat moderne, et elle se transforme en requin de la finance. C'est comme si elle essayait de m'émasculer parce qu'elle gagne plus d'argent maintenant. » J'ai fait une pause, tenant une thé d'oreiller dans mes mains. Il a continué, « Ouais. Je pense qu'elle est menacée par ma liberté. Tu sais, elle est coincée dans le train-train quotidien, et elle déteste que je construise quelque chose par moi-même. Elle est jalouse de mon acharnement. » Je ne me sentais pas en colère. Je ressentais un étrange sentiment de détachement scientifique. Derek ne se plaignait pas d'un mariage en difficulté. Il élaborait un récit. Il testait des répliques pour voir lesquelles lui obtiendraient le plus de sympathie. Il ne se souciait pas que sa femme s'éloigne. Il ne se souciait pas que notre foyer se fracture. Il se souciait que sa marque de pourvoyeur Alpha prospère soit menacée. Il n'avait pas peur de me perdre. Il avait peur que le public découvre que le spectacle était annulé. J'ai fini de faire le lit dans la chambre d'amis. Les draps étaient frais et nets. Laisse-le parler, ai-je pensé. Laisse-le dire à ses amis que je suis la méchante. Laisse-le me dépeindre comme l'épouse froide et sans cœur du monde de l'entreprise. Parce que dimanche, quand sa mère s'assiera à notre table et que la vérité arrivera enfin par la poste, sa petite histoire allait se heurter à un mur de documentation qu'aucune quantité d'acharnement ne pourrait surmonter. Il se plaignait du prix de chipotle et de l'inconvénient de la lessive. Il n'avait absolument aucune idée que la vraie facture, celle de la fraude, celle des secrets, celle de la vie qu'il avait volée, était encore en transit. Et cette facture n'était pas négociable. L'atmosphère dans notre maison le samedi ressemblait moins à un week-end qu'à la cabine pressurisée d'un avion quelques secondes avant que les masques à oxygène ne tombent. Le silence n'était pas paisible. Il était en attente. Demain, c'était dimanche. Demain, c'était le déjeuner. Demain, c'était Hélène. Hélène avait 63 ans, et elle n'avait pas un seul os de grand-mère dans son corps. C'était une avocate spécialisée en faillite à la retraite qui avait passé 40 ans à disséquer les cadavres financiers d'entreprises en faillite et de mariages dissous. Elle pouvait regarder les chaussures d'un homme et vous dire sa cote de crédit. Elle pouvait entrer dans une pièce et sentir l'insolvabilité comme un requin sans le sang dans l'eau. C'était la seule personne que Derek craignait, et c'était l'arme que j'avais choisie pour l'achever. J'étais dans la cuisine en train d'essuyer les comptoirs avec une ferveur qui frisait l'obsession quand j'ai entendu Derek au téléphone dans le salon. Il utilisait sa voix de bon fils, déférente, charmante et mentant comme un arracheur de dents. Il disait, « Non, maman, vraiment, ça va. On fait simple cette fois. Élise, eh bien, elle traverse une phase. Elle veut être très économe en ce moment. Tu sais comment c'est avec ces gens du monde de l'entreprise. Elle obtient une promotion, et soudain elle pense que nous devons accumuler de l'argent. Donc, le déjeuner pourrait être un peu plus simple que d'habitude. » J'ai fait une pause, l'éponge dégoulinant dans ma main. Il préparait le terrain. Il peignait un tableau où le réfrigérateur vide et l'absence de vin cher était de ma faute. Il présentait mes limites financières comme une paranoïa avare afin que, lorsqu'elle verrait l'état de notre ménage, elle me blâme. Pas son manque de contribution. C'était une tactique intelligente, mais je jouais un jeu différent. J'ai sorti mon téléphone et ouvert la discussion de groupe avec les deux autres couples que nous avions invités, les amis entrepreneurs de Derek. J'ai tapé un message rapide. Vraiment désolé, quelque chose de personnel est survenu. Nous devons faire en sorte que demain soit réservé à la famille. On remet ça. J'ai appuyé sur envoyer. Je ne voulais pas de témoins. Je ne voulais pas que Derek ait un tampon social.
Je ne voulais personne pour rire de ses blagues ou acquiescer à ses mensonges pour apaiser la tension. Je le voulais seul dans la pièce avec sa mère et la vérité. Derek est entré dans la cuisine un instant plus tard, l'air soulagé. Maman est excitée. Elle a dit qu'elle apportait sa fameuse salade de pommes de terre. Ça nous fait économiser 5 $, non? Puisque nous comptons nos sous maintenant, a-t-il ricané, essayant de me provoquer. Il pensait que c'était une escarmouche. J'ai dit d'une voix plate, c'est adorable de sa part. Je me suis approché du réfrigérateur. Habituellement, la façade était couverte de photos de nos voyages, des vacances que j'avais payées. Je les avais toutes enlevées. L'acier inoxydable était nu, froid et réfléchissant. J'ai pris une seule feuille de papier sur le comptoir. C'était un imprimé simplifié de nos nouvelles dépenses de fonctionnement. Il listait l'hypothèque, les charges, l'assurance et le budget des courses. À côté de chaque article, il y avait 2 colonnes, par délice des ou par de Derek. En bas, en police rouge et grasse, se trouvait le montant total que Derek devait pour le mois d'octobre, 2840 $. À côté, le montant qu'il avait réellement viré, 0. Je l'ai scotché au réfrigérateur à hauteur des yeux. Derek m'a regardé, son ricanement disparaissant. « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit, de la transparence. Si ta mère demande pourquoi le déjeuner est simple, je veux avoir les données prêtes. Elle apprécie les preuves, n'est-ce pas? Il a sifflé en se rapprochant, enlève ça. Élise, sérieusement, tu ne vas pas m'humilier devant ma mère. Si la vérité t'humilie, Derek, c'est un problème avec ta réalité, pas avec mon papier. J'ai lissé le ruban adhésif. Ça reste. Si tu l'enlèves, j'imprimerai le registre complet de 6 ans et je le lui remettrai comme cadeau de bienvenue. Il s'est arrêté. Il respirait fort par le nez, ses mains se crispant en poing à ses côtés. Il savait que je ne bluffais pas. Il a tourné les talons et est sorti en trombe vers le garage, probablement pour appeler quelqu'un qui écouterait son histoire de victime. J'étais sur le point de le suivre pour verrouiller la porte quand mon téléphone a vibré dans ma poche. C'était une vibration distincte. 3 impulsions courtes. Ce n'était pas un texto. C'était une alerte de sécurité. J'ai regardé l'écran. C'était une notification de mon service de surveillance de crédit. Nouvelle demande détectée. Une enquête de crédit approfondie a été effectuée sur votre dossier. J'ai froncé les sourcils. Je n'avais rien demandé. J'ai tapé sur la notification pour ouvrir l'application. La demande était datée d'aujourd'hui, il y a juste 20 minutes. L'institution demandeuse était Arbor Crest Landin, le même nom que les frais de traitement sur le relevé bancaire. Mon cœur battait la chamade contre mes côtes. Une enquête approfondie signifiait que quelqu'un essayait d'ouvrir une nouvelle ligne de crédit ou de contracter un prêt à mon nom. Derek. Il était paniqué. La facture de l'hypothèque était due, et il n'avait pas l'argent. Il essayait de contracter un prêt en utilisant ma cote de crédit pour me payer sa part, juste pour maintenir la mascarade qu'il pouvait se permettre ce partage à 50-50. Il creusait un trou dans le sol de ma maison financière pour combler le trou dans son propre ego. Je ne suis pas allé au garage. Je n'ai pas crié. Je suis entré dans le garde-manger, j'ai fermé la porte et je me suis assis sur un tabouret dans le noir, éclairé seulement par la lumière bleue de mon téléphone. Je me suis mis au travail. Je me suis connecté à Equifax. Gelé le dossier de crédit. Confirmé. Je me suis connecté à Experian. Gelé le dossier de crédit. Confirmé. Je me suis connecté à TransUnion. Gelé le dossier de crédit. Confirmé. Cela m'a pris 6 minutes. Quelque part dans l'éther numérique, une porte s'est refermée. Quelle que soit la demande qu'il essayait de faire passer, quel que soit le prêt rapide qu'il essayait d'obtenir avec mon numéro de sécurité sociale, il allait se heurter à un mur de briques. La prochaine fois qu'il actualiserait son navigateur, il serait refusé. Je suis sorti du garde-manger. Je me sentais dangereuse. Je suis retourné à mon bureau et j'ai imprimé un dernier document. Ce n'était pas la feuille de calcul complète. C'était trop dense. À la place, j'ai créé un résumé, une seule page intitulée « Analyse de la liquidité et de la dette du ménage ». Cela ressemblait exactement au type de document qu'Hélène préparait pour ses clients. Il montrait la disparité des revenus, les frais mystérieux et l'utilisation non autorisée des fonds. Je l'ai mis dans une fine chemise en manille. Je ne l'ai pas étiqueté.
Je l'ai simplement laissé sur l'îlot de cuisine, juste à côté de l'endroit où Hélène poserait inévitablement son sac à main. Elle ne pourrait pas s'en empêcher. Une avocate voit un dossier. Elle l'ouvre. C'est un instinct. Le soir, la maison était de nouveau silencieuse. Derek était revenu à l'intérieur, l'air plus pâle qu'avant. Il vérifiait constamment son téléphone, balayant vers le bas pour rafraîchir ses courriels, attendant probablement une approbation de prêt qui ne viendrait jamais. J'ai demandé, feignant l'innocence en me servant un verre d'eau, « Est-ce que tout va bien ?» Il a répondu sèchement, « Ça va. J'attends juste un virement d'un client. Les heures d'ouverture des banques, tu sais. » J'ai dit, « Bien sûr. Les week-ends sont compliqués. » Je suis monté me coucher tôt. J'étais allongé dans la chambre d'amis, fixant le plafond. Le piège était tendu. L'appât était sur le comptoir. Le crédit était gelé. L'épreuve était sur le réfrigérateur. Demain, Hélène franchirait cette porte en s'attendant à un bon déjeuner de famille et à une histoire sur le succès de son fils. Au lieu de cela, elle entrait dans une scène de crime où le corps était encore chaud. J'ai fermé les yeux. Je n'avais plus peur de la tempête. C'était moi qui amenais la pluie. Le dimanche matin ne sentait pas le café et les pancakes. Il sentait l'ail brûlé et la panique. Je me suis réveillé à 6 heures du matin au son de lourdes casseroles traînées sur le sol carrelé. Derek était dans la cuisine. Il avait décidé que la seule façon de sauver le récit avant l'arrivée de sa mère était d'exécuter un chef-d'œuvre culinaire. Il tentait de préparer le gigot d'agneau rôti signature d'Hélène avec des pommes de terre en croûte d'herbe. C'était un plat qui exigeait de la patience, du timing et une main délicate. Derek ne possédait aucune de ces qualités. Je suis descendu à 7 heures, vêtu de mon peignoir en soie et tenant une tasse de thé. Je n'ai pas proposé mon aide. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte et j'ai regardé. La cuisine ressemblait à une zone de guerre. De la farine recouvrait le sol. Des épluchures de légumes étaient éparpillées sur le comptoir comme des éclats d'obus. Derek portait un tablier qu'il n'avait pas touché depuis 3 ans, transpirant abondamment malgré la climatisation réglée à 20 degrés. Il a dit sans me regarder, « Tout est sous contrôle. J'ajoute juste quelques touches personnelles. » Il coupait des carottes avec une force qui suggérait qu'il était en colère contre le légume. J'ai dit calmement, « Le four est réglé sur grill, Derek. Tu es censé faire rôtir lentement un gigot d'agneau à 160 degrés. Je sais ce que je fais, Élise. Je le saisis d'abord. Ça crée une croûte. C'est une technique. 10 minutes plus tard, le détecteur de fumée a hurlé. Derek s'est agité vers le plafond avec un torchon, jurant bruyamment. Tandis qu'une fumée grise s'échappait du four, il a ouvert la porte d'un coup sec. L'agneau était carbonisé à l'extérieur, une ruine de protéines coûteuses. Il l'a regardé, la poitrine haletante. L'illusion du dieu domestique compétent venait de partir en fumée. Il a craché, jetant le torchon sur le sol, « Très bien. Très bien. » Il a attrapé son téléphone. Je l'ai vu composer un numéro que je reconnaissais. C'était le Jardin, le bistrot français le plus cher de la ville. Il faisait de la restauration haut de gamme, mais il fallait généralement réserver 48 heures à l'avance, à moins, bien sûr, d'être prêt à payer les frais d'urgence. Derek a aboyé dans le téléphone, « Oui, j'ai besoin du menu rôti du dimanche pour 4. Livraison avant 11h30. Je me fiche du supplément. Doublez-le si vous devez. Mettez-le sur la visa se terminant par 4491. » J'ai pris une gorgée de mon thé. La visa se terminant par 4491 était la carte conjointe, celle dont je m'étais retiré hier après-midi. J'ai dit doucement, « Je pense que cette carte pourrait être refusée, Derek. » Il s'est figé. Il m'a regardé, le téléphone toujours collé à son oreille. Il a dit à la réceptionniste, « Attendez. » Il a éloigné le téléphone. « Qu'est-ce que tu as dit ?» J'ai dit, « J'ai retiré mon nom des dettes de la carte de crédit conjointe hier. Dans le cadre de la séparation des comptes, cette carte est maintenant uniquement à ton nom, et comme ta limite de crédit est variable, tu devrais peut-être vérifier le solde. » Son visage est devenu gris. Il a rapidement donné un autre numéro de carte, sa carte de débit personnel. Je savais exactement combien il y avait dessus. La facture du traiteur était probablement de $600. Il avait $4000.
Il brûlait 15% de ses liquidités pour un déjeuner destiné à impressionner une femme qui critiquerait le pliage des serviettes. Il a raccroché et s'est tourné vers moi. La panique se durcissait en rage. Il a dit, la voix basse et dangereuse, tu essaies de me saboter. Tu as attendu aujourd'hui pour jouer avec les cartes. Je n'ai rien touché. Je me suis extraite. C'est ce que tu voulais. Il m'a ignoré et a ouvert son application bancaire. J'ai vu son pouce frapper l'écran à plusieurs reprises. Il essayait de transférer des fonds. Il essayait de retirer de l'argent de l'ancien compte d'épargne joint, celui qui contenait notre fonds d'urgence. Il s'est arrêté. Il a tapé à nouveau. Puis il a levé les yeux, ses yeux écarquillés d'incrédulité. Il a crié, accès refusé. Pourquoi est-ce qu'il est écrit accès refusé? J'ai menti doucement, parce que ce compte est gelé en attendant l'accord de séparation. En réalité, j'avais déplacé ma part de 90% vers un nouveau compte d'épargne à haut rendement dans une autre banque, lui laissant sa contribution de 10%. Tu ne peux pas déplacer d'argent tant que nous n'avons pas réconcilié le registre. Tu as volé mon argent. Je l'ai corrigé, j'ai sécurisé mes gains. Il y a une différence. Tu as accès à exactement ce que tu as contribué au cours des 6 dernières années, ce qui, selon mes calculs, est d'environ $800. Il s'est approché, envahissant mon espace personnel. C'était une tactique d'intimidation qu'il utilisait avec les entrepreneurs et les serveurs, tu as changé les mots de passe. Donne-moi le nouveau mot de passe, Élise. Tout de suite. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Non. Le mot est resté suspendu dans l'air, lourd et absolu. Je suis ton mari. J'ai dit, et je suis la vice-présidente de la croissance. Et je ne négocie pas avec des partenaires de mauvaise foi. Je me suis retourné et j'ai quitté la cuisine, le laissant debout au milieu des décombres de sa cuisine et de ses finances. Je suis allé à mon bureau et je me suis assise. Mon cœur battait vite, mais mes mains étaient stables. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait un nouveau courriel dans ma boîte de réception personnelle. Il était arrivé à 4 heures du matin de Harbor Crest Landin. Système automatisé. Sujet, action requise, vérification du cosignataire pour le prêt 88 291. J'ai fixé la ligne de sujet. Cher demandeur, merci pour votre récente demande de prêt d'expansion d'entreprise d'un montant de $85 000. Nous avons reçu la signature électronique de l'emprunteur principal, Derek Hay. Nous demandons au cosignataire, Élise Ramirez, de cliquer sur le lien ci-dessous pour vérifier son identité et confirmer l'accord de responsabilité conjointe. J'ai ressenti un frisson glacial qui n'avait rien à voir avec la température. Il n'avait pas seulement essayé d'obtenir un petit prêt. Il avait essayé d'emprunter $85 000. Et il avait falsifié ma signature numérique en tant qu'emprunteur principal, me listant comme cosignataire pour contourner les contrôles de fraude, espérant que je ne verrais pas le courriel avant qu'il ne soit trop tard. Ou peut-être pensait-il qu'il pourrait accéder à mes courriels, cliquer lui-même sur le lien et supprimer la preuve. Ce n'était pas seulement de l'infidélité financière. C'était un crime. Je n'ai pas cliqué sur le lien. Je n'ai pas répondu. Je ne suis pas descendu en trombe pour lui agiter le téléphone sous le nez. J'ai marqué le courriel comme non lu. Je voulais qu'il pense qu'il était toujours en attente. Je voulais qu'il pense qu'il y avait encore une chance que l'argent arrive sur son compte lundi. L'espoir est une chose cruelle à donner à un homme désespéré. Et je me sentais très cruel. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et se refermer. J'ai regardé par la fenêtre. Derek faisait les 100 pas dans l'allée. Il parlait de nouveau au téléphone, gesticulant sauvagement. Il avait l'air maniaque. Il passait ses mains dans ses cheveux, tirant sur son col. De l'autre côté de la rue, Madame Gable arrosait ses hortensias. Elle ne regardait pas les fleurs. Elle regardait Derek. Je l'ai vu lever son téléphone, probablement en train d'envoyer un texto au groupe de discussion du quartier. Derek a l'air d'avoir une crise de nerfs dans l'allée. Bien. Nous avions des témoins. À 11h15, la camionnette du traiteur s'est arrêtée. Derek a couru à la rencontre du chauffeur comme s'il accueillait un sauveur. Il a payé avec sa carte de débit, sa main tremblant en signant le reçu. Il a transporté les plateaux en argent à l'intérieur, essayant d'avoir l'air décontracté, mais il transpirait à travers sa chemise. Je suis descendu à 11h45.
J'étais vêtu d'un blazer marine élégant et d'un pantalon ajusté. J'avais l'air d'aller à une réunion du conseil d'administration. La cuisine était miraculeusement propre. Derek avait fourré toutes les casseroles sales dans le lave-vaisselle et essuyé les comptoirs. La nourriture du jardin était disposée sur notre belle porcelaine. C'était parfait. Cela ressemblait à un mensonge. Derek a dit, elle sera là d'une minute à l'autre. Il faisait les 100 pas près de l'îlot. Ne dis rien à propos de l'argent, Élise. Pas aujourd'hui. On s'en occupe plus tard. J'ai dit, nous nous en occuperons certainement. J'ai regardé le réfrigérateur. La répartition des dépenses y était toujours scotchée. La chemise en manille contenant l'analyse de la dette de liquidité était toujours sur le comptoir, innocente et mortelle. Élise, s'il te plaît, a-t-il dit, et pendant une seconde j'ai entendu une peur sincère dans sa voix. Sois juste cool. J'ai regardé l'horloge sur le micro-ondes. 11h59 j'ai dit, je suis toujours cool, Derek. Les secondes s'égrenaient. La maison était silencieuse. La nourriture refroidissait sur la table. Le courriel attendait dans ma boîte de réception. Les voisins regardaient depuis leurs fenêtres. À midi pile, la sonnette a retenti. Ce n'était pas un tintement timide. C'était un carillon ferme à 2 notes, autoritaire, ponctuel. Derek a sursauté comme s'il avait reçu une balle. Il m'a regardé, la panique éclatant dans ses yeux, me suppliant de jouer le jeu une dernière fois. J'ai souri, un petit sourire crispé qui n'atteignait pas mes yeux. J'ai dit, ça doit être ta mère. Tu devrais aller ouvrir. C'est ta maison, après tout. À 50%. Derek a dégluti difficilement, a essuyé ses paumes moites sur son pantalon et s'est dirigé vers la porte. Il l'a ouverte, et là se tenait Hélène Aïe. Elle portait un trench coat beige et tenait une bouteille de vin comme un maillet. Le procès était maintenant en session. Hélène Aïe n'a pas franchi le seuil de notre maison. Elle l'a inspecté. Son trench coat beige était ceinturé serré. Ses talons claquaient rythmiquement sur le parquet, et ses yeux parcouraient le couloir comme un inspecteur en bâtiment à la recherche de violations du code structurel. Elle portait une bouteille de chardonnay, non pas comme un cadeau, mais comme un accessoire pour sa propre performance de civilité. Elle a dit, lui accordant un bref baiser sec sur la joue, Derek. Tu as l'air fatigué. Tu ne dors pas? Derek a menti, la voix légèrement cassée, je dors bien, maman. Juste occupé à développer l'entreprise. Tu sais comment c'est. Hélène a répondu en lui tendant la bouteille, je sais comment sont les affaires. Je ne suis pas sûr que tu le saches. Elle a tourné son regard vers moi. Élise, tu as l'air robuste. J'ai dit en lui tendant la main, je me sens très capable, Hélène. Elle l'a prise. Sa poignée était ferme, froide et brève. Bienvenue. Nous sommes passés dans la salle à manger. Derek avait mis la table avec une sorte de précision désespérée. Les serviettes étaient pliées en cygne, une compétence que je ne lui connaissais pas et que je soupçonnais fortement qu'il avait apprise d'un tutoriel YouTube 5 minutes plus tôt. La nourriture du jardin avait été transférée sur des plats de service. Mais dans sa hâte, il avait commis une erreur fatale. Sur le buffet, juste à côté du pichet d'eau, se trouvaient les boîtes de traiteur en carton épais et distinctives, estampillées du logo doré du bistrot. Il avait oublié de cacher la preuve de la dépense de $1200. Hélène les a vus instantanément. Ses yeux ont passé du tampon doré à l'agneau rôti sur le plat, puis à Derek. Elle a dit, je vois que nous externalisons le déjeuner du dimanche. Son ton n'était pas encore critique. C'était simplement une observation de fait. Les affaires doivent être florissantes si nous commandons chez le jardin un week-end ordinaire. Derek a tressailli. Il s'est déplacé pour bloquer sa vue des boîtes, souriant nerveusement. Eh bien, je voulais te faire plaisir, maman, et je ne voulais pas accabler Élise. Elle a eu une grosse semaine au travail, et j'ai pensé que je prendrais les devants pour les tâches domestiques aujourd'hui. La laisser se reposer. Il m'a regardé, les yeux suppliants, soutiens-moi. J'ai pris ma serviette et l'ai posée sur mes genoux. J'ai lissé le tissu sur mes genoux. J'ai dit, ma voix légère et conversationnelle, en fait, Hélène. Derek ne fait pas ça pour me laisser me reposer. Il le fait parce que nous respectons sa nouvelle politique budgétaire. Derek s'est figé. Il a agrippé le dos de sa chaise si fort que ses jointures sont devenues blanches. Hélène a demandé en s'asseyant, politique budgétaire?
Elle n'a pas touché à la nourriture. Elle m'a regardé, intrigué. J'ai continué en versant de l'eau dans mon verre, oui. Mardi, immédiatement après ma promotion au poste de vice-présidente, Derek m'a fait asseoir et a exigé que nous séparions nos finances. Il a insisté sur un partage strict à 50-50 de toutes les dépenses et du travail domestique. Il estimait que c'était le seul moyen d'assurer l'équité. J'ai pris une gorgée d'eau. Donc, ce déjeuner, c'est sa contribution. Il l'a payé. Il l'a organisé. Et je suppose qu'il nettoiera. 50-50. Hélène a tourné lentement la tête vers son fils. Le mouvement était prédateur. Elle a répété, des comptes séparés? Tu as exigé des comptes séparés? Derek a bafouillé en s'asseyant enfin, c'est une question d'autonomie, maman. Il ressemblait à un enfant convoqué dans le bureau du directeur. Je pense juste que dans un mariage moderne, nous devrions être des partenaires égaux. Je ne voulais pas dépendre de son argent juste parce qu'elle a eu une augmentation. Je voulais me débrouiller seule. Hélène a dit, noble. Mais stupide. Vous vivez dans une maison avec une hypothèque mensuelle de $4000 dans un marché où les taux d'intérêt augmentent. Le 50-50 exige des liquidités. Elle a pris sa fourchette et l'a pointée sur lui. Alors dis-moi Derek, puisque tu es si soucieux de l'égalité, comment as-tu géré le partage de l'équité avant mardi? Qui a payé l'hypothèque ces 5 dernières années? Derek a dit, les yeux fuyants dans la pièce, nous avons partagé. J'ai contribué. J'ai payé des choses. Des actifs de marque, des investissements. Hélène a rétorqué, les actifs de marque ne sont pas une hypothèque, Derek. J'ai demandé qui signait les chèques pour le toit au-dessus de nos têtes. J'ai dit, moi. Hélène m'a regardé. Exclusivement? J'ai confirmé, exclusivement. Ainsi que l'assurance, les impôts fonciers, les paiements de la voiture, l'assurance maladie et les factures de carte de crédit. Derek a crié en frappant la table de sa main, ce n'est pas vrai. L'argenterie a cliqueté. J'ai acheté les courses. J'ai payé les vacances. J'ai attrapé la chemise en manille que j'avais laissée sur l'îlot de cuisine plus tôt. Je l'avais apportée à table et placée sous ma chaise. Je l'ai sortie maintenant. Elle a glissé sur le bois poli de la table à manger avec un doux sifflement, s'arrêtant juste devant Hélène. J'ai dit, j'avais prévu qu'il pourrait y avoir une divergence dans nos souvenirs. J'ai donc préparé un résumé. Il couvre les 72 derniers mois d'activité financière. Derek a regardé le dossier comme si c'était une bombe. Élise, ne fais pas ça. Hélène a ouvert le dossier. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son était le bruissement du papier alors qu'elle tournait la page. Ses yeux parcouraient les colonnes. J'ai observé son visage. Hélène était une femme qui respectait les chiffres parce que les chiffres, contrairement aux clients, ne lui mentaient jamais. Elle s'est arrêtée au tableau récapitulatif. Elle a lu à haute voix, 92%. Sa voix était dépourvue d'émotion, ce qui la rendait terrifiante. L'année dernière, Élise a contribué à 92% des flux de trésorerie du ménage. Elle a levé les yeux vers Derek par-dessus le bord de ses lunettes de lecture. Et toi? Tu as contribué à 8%, et la moitié semble provenir de virements de ma part. Le visage de Derek était un masque d'humiliation. Je suis un entrepreneur, maman. Tu sais comment c'est. Les flux de trésorerie sont irréguliers au début. Je construis une infrastructure. Hélène a dit en fermant le dossier, tu as 41 ans, Derek. Tu n'es pas une start-up. Tu es un mauvais investissement. Derek a crié en se levant, j'essaie juste d'être juste. Elle contrôle tout. Elle suit chaque centime. Je voulais respirer. Je voulais avoir l'impression de ne pas être juste un employé dans sa maison. Hélène a demandé, alors, tu as exigé de payer la moitié des factures alors que tu n'as aucun revenu? Ce n'est pas une demande de liberté, Derek. C'est une lettre de suicide. J'ai des revenus. J'ai des clients. Hélène a dit en tendant la main, montre-moi. Montre-moi une facture client de ce mois-ci. Montre-moi un dépôt. Derek est resté là, la bouche s'ouvrant et se fermant. Il ne pouvait pas. Il n'y avait pas de client. Il n'y avait que les frais de traitement et la demande de prêt dont il pensait que j'ignorais l'existence. Hélène a dit, c'est ce que je pensais. Elle s'est retournée vers moi.
Élise, c'est éclairant. Je suppose que ce désir soudain de séparation a été déclenché par quelque chose de spécifique. Les hommes comme Derek ne demandent pas l'indépendance financière à moins qu'ils n'essaient de cacher une dette ou de protéger un actif. Elle était perspicace. Terriblement perspicace. Elle se rapprochait de la révélation sur le prêt, plus près que Derek ne le réalisait. J'ai dit en jouant la diplomate, je pense que Derek ressentait juste la pression de mon succès. Il voulait prouver qu'il pouvait m'égaler. Hélène a dit en congédiant son fils d'un geste de la main, il ne peut pas t'égaler. Il ne peut même pas assortir ses propres chaussettes. Elle a rouvert le dossier, regardant la deuxième page, la ventilation de la carte de crédit. Attends, a-t-elle dit, plissant les yeux sur une ligne. Qu'est-ce que cette charge récurrente ici? Arbor Crest Landin. Pourquoi y a-t-il des frais de traitement pour une institution de prêt sur le registre du ménage? Le visage de Derek est passé du rouge au blanc. L'air a quitté la pièce. Derek a dit rapidement, ça, ce n'est rien. Juste un truc de logiciel, un vieil abonnement. Hélène a corrigé, c'est étiqueté traitement de prêt. J'ai passé 20 ans à traiter avec des créanciers, Derek. Arbor est un prêteur à risque. Il traite des prêts personnels à haut risque. Pourquoi les paies-tu? Je ne les paie pas. Hélène a dit, le registre dit que si. Ou plutôt, Élise paie les frais, mais le compte est lié à elle a fait une pause. Son cerveau juridique connectait les points plus vite qu'il ne pouvait les effacer. Derek, a-t-elle dit, sa voix baissant d'une octave. As-tu contracté un prêt? Non. As-tu emprunté de l'argent pour payer ça, cette mascarade? Elle a fait un geste vers le coûteux service de traiteur. Derek a crié, j'ai dit non. Pourquoi ne me crois-tu pas? Je suis ton fils. Hélène a dit, parce que je connais mon fils. Et je reconnais un homme qui se noie quand j'en vois un. Elle m'a regardé. Élise, étais-tu au courant de cette charge? J'ai ouvert la bouche pour répondre, pour porter le coup de grâce à propos du courriel dans ma boîte de réception. La signature falsifiée, les 85 000 $. J'étais prête à en finir. Mais avant que je puisse parler, un son a coupé l'attention. C'était le bruit de pneus crissant sur le gravier à l'extérieur. Des pneus lourds, pas une berline, un camion. Puis le son distinctif d'un moteur au ralenti, un moteur diesel. Nous nous sommes tous tournés vers la fenêtre. Une camionnette blanche s'était arrêtée sur le trottoir juste devant notre allée. Ce n'était pas une camionnette de livraison. Elle avait un sceau gouvernemental sur le côté. Derek a chuchoté, qui est-ce? J'ai dit en me levant, je n'ai invité personne d'autre. La porte du conducteur s'est ouverte. Un homme en uniforme est sorti. Il a vérifié un presse-papier, a regardé le numéro de la maison, puis s'est dirigé vers notre porte d'entrée avec une détermination qui m'a noué l'estomac. Il ne portait pas de colis. Il portait une enveloppe épaisse et plate avec une bande rouge sur le dessus. Hélène s'est levée lentement. Elle reconnaissait ce genre d'enveloppe. Elle a dit, c'est un huissier de justice. La sonnette a retenti. Ce n'était pas le carillon poli d'un invité. C'était l'exigence de la loi. Derek m'a regardé, les yeux écarquillés de terreur. Élise, qu'est-ce que tu as fait? J'ai dit, je n'ai rien fait. Et pour la première fois ce jour-là, je disais la vérité absolue. Mais je pense que tes secrets viennent d'arriver. La sonnette a de nouveau retenti, impatiente et vive. J'ai ouvert la porte. L'homme qui se tenait sur le porche n'était pas un livreur. Il était trapu, portait un coupe-vent avec un logo de logistique générique, mais sa posture était proche de celle des forces de l'ordre. Il tenait une enveloppe en carton rigide avec une bande rouge qui la traversait en diagonale. Il a demandé sans sourire, Élise Ramirez? J'ai dit, c'est moi. Il m'a tendu une tablette numérique, signée ici. Livraison certifiée, manipulation restreinte. J'ai signé. Ma main était stable, bien que mon estomac se soit noué. Je supposais que c'était la lettre de rejet pour le prêt que Derek avait tenté d'ouvrir, celui que j'avais intercepté par courriel. Je supposais que c'était juste une notification de demande refusée. J'ai pris l'enveloppe. L'homme s'est retourné et est parti sans un mot de plus. Je suis rentré dans le couloir. Derek se tenait dans l'embrasure de la salle à manger, le visage pâle, des perles de sueur sur sa lèvre supérieure. Hélène était juste derrière lui, les yeux plissés,
suivant l'enveloppe dans ma main comme un verrouillage radar. Derek a demandé, la voix cassée, qu'est-ce que c'est? C'est du marketing. Tu devrais juste le jeter. J'ai regardé l'étiquette. C'était estampillé en encre noire grasse. Urgent, dernier avis de défaut de paiement et intention de poursuivre. Ce n'était pas une lettre de rejet. Les lettres de rejet ne menacent pas de poursuite sur l'enveloppe. J'ai dit lentement, c'est adressé à moi. J'ai attrapé la languette pour la déchirer, mais une main l'a arrachée de ma prise avec la vitesse d'un cobra qui frappe. Hélène. Elle a ordonné, donne-moi ça. Ce n'était pas une demande. C'était un réflexe. Elle était avocate spécialisée en faillite. Elle savait que des enveloppes comme celle-ci étaient des bombes à retardement, et elle ne faisait pas confiance aux civils pour les désamorcer. Maman, non. Derek s'est jeté en avant, mais il était trop lent. Hélène a déchiré le carton. Elle a sorti une liasse de papier, solidement agrafée au coin. Ses yeux ont scanné l'entête. Le silence dans le couloir était absolu. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur de la cuisine. Je pouvais entendre la respiration haletante de Derek. Le visage d'Hélène, habituellement un masque de jugement composé, a commencé à changer. La couleur a quitté ses joues, laissant sa peau de la couleur d'un vieux parchemin. Sa bouche s'est légèrement ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte. Elle a chuchoté, 98 000 $. Je me suis figé. Quoi? Hélène a lu, sa voix tremblant d'un mélange d'incrédulité et d'horreur, 98 450 $. Capital et intérêt, prêt d'expansion d'entreprise contracté il y a 22 mois. Elle a levé les yeux vers moi. Ses yeux étaient écarquillés, terrifiés. Élise, ils accélèrent la dette. Ils déposent un privilège sur la résidence principale. Ils viennent pour la maison. Mes genoux ont fléchi. Je ne comprends pas. Je n'ai pas de prêt commercial. Hélène a dit, sa voix montant, il est dit que tu es la cosignataire. Il est dit que tu as garanti la dette avec tes biens personnels. Il est dit que tu es solidairement responsable. J'ai dit, les mots sortant à bout de souffle, je n'ai jamais signé ça. Je n'ai jamais rien signé de tel. Derek reculait, se retirant vers l'îlot de cuisine. Il a bafouillé, c'est une erreur. C'est juste une erreur de bureau. Je vais les appeler. Je vais arranger ça. Donne-moi juste les papiers, maman. Hélène l'a ignoré. Elle a tourné la page violemment. Elle cherchait le bloc de signature. Elle avait besoin de voir la preuve. Elle l'a trouvé à la page 4. Je me suis approché pour regarder. Là, à l'encre noire, se trouvait la signature de Derek, flamboyante, grande, confiante, et juste à côté, sur la ligne marquée éco-emprunteur, se trouvait mon nom. Mais ce n'était pas ma signature. C'était une imitation maladroite et tremblante de mon écriture. On aurait dit que quelqu'un l'avait pratiquée une douzaine de fois, mais ne pouvait toujours pas en capturer la fluidité. C'était une contrefaçon si évidente qu'elle en était insultante. Hélène a fixé la signature. Puis elle a regardé Derek. Puis elle a regardé de nouveau le papier. La prise de conscience l'a frappé comme un coup physique. Son fils n'était pas seulement un échec. Il n'était pas seulement un menteur. C'était un criminel. Il avait commis un crime contre sa propre femme. Et ce faisant, il avait exposé toute la famille à la ruine financière. Et puis elle a crié. Ce n'était pas un cri de peur. C'était un cri de rage et de honte pure et sans mélange. C'était un son primal, un hurlement guttural qui a commencé dans sa poitrine et s'est arraché de sa gorge. C'était le son d'un héritage qui se brisait. Le son a rebondi sur le carrelage, amplifié par les hauts plafonds. Il était assez fort pour faire vibrer les fenêtres. J'ai reculé instinctivement, me couvrant les oreilles. Derek s'est recroquevillé, se couvrant la tête avec ses mains comme s'il s'attendait à être battu. Hélène a hurlé, claquant les papiers sur l'îlot de granit, tu l'as falsifié. Tu as falsifié sa signature. Tu as commis une fraude. Espèce de garçon stupide, arrogant, criminel. Dehors, le monde s'est arrêté. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu du mouvement. Madame Gable de l'autre côté de la rue a laissé tomber son tuyau d'arrosage. L'homme qui promenait son chien 2 maisons plus loin s'est arrêté net. Un rideau dans la maison voisine s'est ouvert brusquement. Puis les gens ont commencé à bouger.
Il ne marchait pas. Il se précipitait. Le cri avait sonné comme un meurtre. Comme si quelqu'un était en train d'être massacré dans notre cuisine. Derek a crié, le visage violet, « Maman, arrête. Baisse la voix. » Les voisins. Hélène a hurlé, « Au diable les voisins. » Elle a de nouveau attrapé les papiers et les a secoués sous son nez. Tu as mis un privilège sur la maison. Tu as volé 98 000 $. Où est l'argent, Derek? Où est-il? Derek a crié en retour, acculé et désespéré, je l'ai investi. Je l'ai mis dans l'échange de crypto-monnaies. C'était censé doubler. C'était une affaire sûre. Hélène a demandé, sa voix se transformant en un sifflement dangereux, c'est parti? L'argent est parti? Derek a pleuré, le marché s'est effondré. Ce n'était pas ma faute. Et tu l'as entraîné avec toi. Hélène a pointé un doigt tremblant vers moi. Tu as volé son crédit. Tu as volé son nom. La porte d'entrée, que j'avais laissée déverrouillée après le départ de l'huissier, s'est ouverte. Tout le monde va bien? C'était Monsieur Henderson d'à côté. Il tenait une batte de baseball. Derrière lui, Madame Gable serrait son téléphone, son pouce planant au-dessus de l'écran, probablement en train de composer le 911. Derek leur a rugi, sortez. Il s'est jeté vers le comptoir, essayant d'arracher les papiers des mains de sa mère. C'est privé. Sortez de ma maison. Hélène a crié en lui frappant la main, ce n'est pas ta maison. C'est la maison de la banque maintenant. Derek était frénétique. Il a regardé les voisins, puis sa mère, puis moi. Il avait besoin de se justifier. Il avait besoin que cela ait un sens. Il avait besoin d'être la victime. Il a attrapé la lettre sur le comptoir, froissant le carton rigide dans ses mains, essayant de cacher les mots au dernier avis. Derek a crié, sa voix résonnant par la porte ouverte vers la foule grandissante sur la pelouse, je n'ai rien volé. Je ne l'ai pas volé. Nous sommes mariés. Ce qui est à elle est à moi. Il m'a regardé, les yeux fous et humides de larmes. J'ai juste emprunté ton nom, Élise. C'est tout. Je l'ai juste emprunté pour quelques mois. J'allais le rembourser avant même que tu ne le saches. La confession est restée en suspens dans l'air, plus claire et plus forte que le cri ne l'avait été. J'ai juste emprunté ton nom. Monsieur Henderson a baissé sa batte de baseball. Madame Gable a levé son téléphone et a commencé à enregistrer. Je suis resté parfaitement immobile au centre du chaos. L'adrénaline qui avait pompé dans mes veines s'est transformée en quelque chose de froid et de solide. J'ai regardé mon mari. Il n'était pas l'homme que j'avais épousé. Il n'était même pas l'homme dont j'avais divorcé dans ma tête. C'était un étranger qui avait mis en gage mon existence pour un pari. J'ai dit, ma voix coupant le bruit, calme et terriblement stable, tu n'as pas emprunté mon nom, Derek. Tu as volé ma vie. Hélène s'est affalée contre le comptoir, se couvrant le visage de ses mains, sanglotant des sanglots secs et rauques. Les voisins regardaient, les yeux écarquillés et silencieux, témoins de la désintégration publique totale de la famille Aïe. Et moi, je regardais. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai regardé le papier froissé dans la main de Derek, et j'ai su que le temps des feuilles de calcul était révolu. Il était temps de faire appel à la loi. Le chaos dans la cuisine était bruyant, mais dans ma tête, tout était devenu silencieux. C'était le silence d'une structure qui s'effondre. La poussière était retombée, et je pouvais enfin voir clairement la ruine. Derek serrait la vie froissée dans son poing, les jointures blanches, ses yeux parcourant la pièce comme un animal pris au piège cherchant une issue pour s'échapper. Il a fait un mouvement comme pour déchirer le papier en deux. J'ai dit, ne fais pas ça. Ma voix n'était pas forte, mais elle a percé le bruit des voisins et sa propre panique. C'était la voix que j'utilisais lorsqu'un jeune cadre essayait de présenter une projection basée sur de mauvaises données. J'ai continué en m'avançant, si tu déchires ce document, tu commets une destruction de preuves, et comme il y a actuellement 4 témoins dans notre couloir, je ne pense pas que tu veuilles ajouter l'obstruction à la justice à la liste des crimes que tu as commis aujourd'hui. Pose-le sur le comptoir maintenant. Derek a hésité. Il a regardé le papier, puis moi. Il avait l'air petit. La bravade de l'entrepreneur avait disparu, remplacée par le défi pathétique d'un enfant surpris en train de voler dans un sac à main. Il a laissé tomber la lettre sur l'îlot de granit. Elle a atterri avec un bruit sourd à côté de l'agneau rôti intact. Hélène a bougé instantanément.
Elle ne s'est pas déplacée comme une mère réconfortant un fils. Elle s'est déplacée comme un requin sentant le sang dans l'eau. Elle a attrapé la lettre, lissant les plis avec une main tremblante. Elle ne regardait plus Derek avec amour. Elle le regardait avec une évaluation professionnelle. Elle a aboyé, « Assieds-toi ». Derek s'est affalé sur l'un des tabourets de bar. « Maman, écoute. J'avais un plan. Le marché a tourné. D'accord. J'allais le rembourser le mois prochain. J'ai une piste sur un. » Hélène a sèchement interrompu, « Tais-toi. Je ne veux pas entendre parler de tes pistes. Je veux des faits. Quand as-tu déposé la demande ? » Derek a marmonné en fixant ses mains, « Il y a 2 ans. » La voix d'Hélène était comme un fouet, « Quelle documentation as-tu utilisée ? Ils exigent des déclarations de revenus pour un prêt de cette taille. Ils exigent des formulaires W2. Élise garde ces documents dans un coffre-fort ignifuge. Comment les as-tu obtenus ? Derek a tressailli. J'ai fait des copies. Quand elle était en voyage d'affaires à Chicago, j'ai pris la clé de son tiroir. Hélène a demandé, et la signature ? La vérification numérique ? Il a chuchoté, j'ai utilisé son iPad. Il était déjà connecté à son courriel. J'ai autorisé la demande DocuSign puis j'ai supprimé la notification. C'était facile. Son crédit est parfait, maman, 8 cents et quelques. J'avais besoin du capital pour me développer. Je ne pouvais pas être approuvé seul à cause de cette histoire avec la location de la voiture il y a 3 ans. Je me tenais près de la fenêtre, écoutant. Je ressentais un détachement froid, comme si je regardais un documentaire sur la vie de quelqu'un d'autre. Il n'avait pas seulement fait une erreur. Il avait planifié cela. Il avait attendu que je quitte la ville. Il avait volé ma clé physique. Il avait accédé à mes appareils. C'était une prédation calculée. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Je n'ai pas regardé Derek. J'ai composé un numéro que j'avais cherché la veille, pensant que je n'avais affaire qu'à un litige de carte de crédit. Maintenant, les enjeux étaient différents. Derek a demandé, la panique montant de nouveau dans sa voix, « Qui appelles-tu ? » Élise. Élise, range ce téléphone. On peut arranger ça. Je peux vendre le matériel photo. Je peux trouver un vrai travail. On n'a pas besoin d'impliquer qui que ce soit d'autre. J'ai dit, le pouce planant au-dessus du bouton d'appel, j'appelle le service des fraudes de Harbor Crest. Et ensuite, j'appelle la police pour déposer une plainte pour vol d'identité. Derek s'est jeté du tabouret, non. Tu ne peux pas appeler la police. Je suis ton mari. J'ai dit, tu es mon passif. Et je suis en train d'atténuer mon risque. J'ai appuyé sur appeler alors que le téléphone sonnait dans mon oreille. Monsieur Henderson, notre voisin d'à côté, est entré complètement dans le vestibule. Il tenait toujours la batte de baseball qu'il avait apportée en entendant le cri, mais maintenant il l'a posée au sol. Monsieur Henderson était un expert comptable à la retraite qui avait passé 30 ans à auditer des comptes d'entreprise. Il savait exactement ce qu'il voyait. Monsieur Henderson a dit, la voix grave, Élise. Je veux que tu saches que je l'ai entendu. Je l'ai entendu dire qu'il a emprunté ton nom. Je l'ai entendu admettre la contrefaçon. J'ai dit, merci, Arthur. Il se pourrait que j'ai besoin que tu mettes ça par écrit. Monsieur Henderson a dit en regardant Derek avec un mépris total, je vais rédiger un affidavit sous serment. Je témoignerai de l'heure de la livraison et de l'aveu de culpabilité. Fais-moi juste savoir quand. Derek s'est recroquevillé sous le regard du voisin. Il a alors réalisé que son charme, ses sourires et son attitude de bon voisin s'étaient évaporés. Pour Arthur Henderson, Derek n'était plus le gars sympathique qui empruntait la tondeuse. C'était un prédateur financier. J'ai dit dans le téléphone, tournant le dos à Derek, oui, bonjour. Mon nom est Élise Ramirez. Je détiens un dernier avis de défaut de paiement pour le prêt numéro 88 291. J'ai besoin de parler à votre unité d'enquête sur les fraudes immédiatement. Oui, je vais patienter. Non, je n'ai pas autorisé ce prêt. L'auteur est actuellement dans la pièce avec moi. Derrière moi, j'ai entendu un sanglot. Ce n'était pas Derek. C'était Hélène. Je me suis retourné. Hélène Aye, la dame de fer des tribunaux de faillite, était appuyée contre le réfrigérateur, le visage enfoui dans ses mains.
Elle avait l'air d'avoir 20 ans de plus qu'à son arrivée il y a 1 heure. Elle a lentement baissé ses mains. Son maquillage était maculé. Elle a regardé Derek, qui pleurait maintenant doucement, le visage dans les mains, marmonnant à quel point le monde était injuste avec lui. Puis elle m'a regardé. Elle a dit, la voix creuse, « Je suis tellement désolée, Élise. » Elle n'a pas essayé de le défendre. Elle n'a pas essayé de négocier un règlement. Elle ne m'a pas demandé de reconsidérer l'appel à la police. Hélène a dit en pointant un doigt tremblant vers son fils, « J'ai passé toute ma carrière à détruire des hommes comme lui. Des hommes qui pensent que le monde leur doit un style de vie qu'ils ne peuvent pas gagner. Des hommes qui volent les femmes qui les soutiennent. Je les ai poursuivis. J'ai pris leurs biens. Je ne leur ai rien laissé. » Elle a pris une respiration saccadée. « Et il semble que j'en ai élevé un. » Derek a gémi, « Maman, ne dis pas ça. » Hélène a sifflé, « Ne me parle pas. Tu as détruit le crédit de cette femme. Tu as mis un privilège sur sa maison. Tu m'as humilié. Tu n'es pas une victime, Derek. Tu es un voleur. » Elle s'est approchée de moi. Elle a tendu la main et a touché mon bras. Sa main était froide. Elle a dit doucement, « Fais ce que tu as à faire. Dépose la plainte, porte plainte. Je ne me mettrai pas en travers de ton chemin. En fait, si tu as besoin d'un témoin de l'état de ses finances avant cela, je fournirai mes propres dossiers de l'argent qu'il m'a supplié de lui donner. » Je l'ai regardé et j'ai hoché la tête. C'était un moment de sombre solidarité. Nous n'étions plus belle-mère et belle-fille. Nous étions 2 femmes qui venaient de réaliser que nous nourrissions le même parasite. J'ai terminé l'appel avec la banque, obtenant un numéro de référence de dossier et exigeant un gel immédiat de tous les comptes associés. J'ai demandé que la confirmation soit envoyée à mon adresse courriel professionnelle, m'assurant que Derek ne pourrait pas y accéder. J'ai dit en posant le téléphone, « C'est fait. L'enquête est ouverte. » Je suis passé devant Derek, qui était maintenant assis la tête entre les genoux, vaincu. Je suis passé devant les voisins qui chuchotaient dans le couloir. Je me suis dirigé vers la fenêtre avant et j'ai regardé dehors. La rue était bordée de gens. Madame Gable était toujours là, le téléphone levé, enregistrant la scène. Quelques autres voisins s'étaient rassemblés, attirés par l'agitation et la vue de la camionnette de l'huissier. Autrefois, j'aurais été mortifié. J'aurais fermé les stores. J'aurais essayé de cacher la honte d'un désastre domestique public. Je me serais inquiété de ma réputation, de ce que les gens diraient. Mais en regardant les caméras pointées sur ma maison, j'ai ressenti un étrange sentiment de pouvoir. Derek avait passé toute sa vie à cultiver une fausse image. Il vivait pour le public. Il avait besoin que les gens croient qu'il était prospère, riche et en contrôle. Eh bien, il avait son public maintenant. Il ne voyait pas l'entrepreneur prospère. Il voyait un homme dont la mère lui criait dessus, dont la femme appelait la police et dont les voisins assistaient à sa ruine. La vérité était là, au grand jour. Je n'avais plus à la cacher. Je n'avais plus à le protéger. J'ai chuchoté à la vitre, « Laisse-les regarder. » La nature publique de cela n'était pas un scandale pour moi. C'était ma police d'assurance. Il ne pouvait pas déformer cela. Il ne pouvait pas manipuler tout le quartier. Le scénario avait été inversé, et pour la première fois de notre mariage, c'était moi qui dirigeais la scène. Le lundi matin suivant le dimanche du massacre n'a pas été passé dans une salle de conseil chez Vellum Ridge. Il a été passé dans le bureau de Marcus Thorne, un comptable judiciaire et avocat qui m'avait été recommandé par le chef du service juridique de notre entreprise. Son bureau était calme, sentant l'acajou et le café cher, un contraste frappant avec le bruit chaotique de ma cuisine 24 heures plus tôt. J'étais assise en face de lui, faisant glisser la chemise en manille sur le bureau. Elle contenait le registre de la vérité, l'avis final froissé de Harbor Crest Landin, et l'affidavit que M. Henderson avait écrit à la main sur du papier ministre avant de quitter ma maison. Marcus a dit en examinant les documents avec un détachement clinique, c'est un cas classique de dette sexuellement transmissible. Mais la contrefaçon fait passer cela d'un litige civil à une fraude criminelle. Vous avez dit qu'il l'a admis. J'ai répondu, devant 4 témoins. Y compris sa mère, qui est une avocate spécialisée en faillite à la retraite. Marcus a haussé un sourcil. C'est pratique. Nous aurons besoin de sa déposition. J'ai dit, vous l'aurez. Elle en a fini de le protéger. J'ai passé les 2 heures suivantes à signer des affidavits.
Nous avons déposé une plainte à la police pour vol d'identité. Nous avons déposé une alerte à la fraude auprès de la Federal Trade Commission. Nous avons rédigé une lettre de mise en demeure à Arbor Crest Landin, joignant le numéro du rapport de police pour arrêter la procédure de saisie. Chaque signature que je mettais sur le papier me donnait l'impression de pelleter de la terre sur la tombe de mon mariage, et je n'ai pas hésité une seule fois. Le mardi, la contre-offensive a commencé. Derek logeait dans un motel bon marché à la périphérie de la ville. Je le savais parce que je pouvais voir les frais sur la seule carte de crédit que je n'avais pas encore gelée, simplement pour suivre ses mouvements. Il a commencé à m'envoyer des textos à 6 heures du matin. « Élise, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je peux vendre le matériel photo. Je peux trouver un vrai travail. Ne ruine pas ma vie pour une erreur. » Je n'ai pas répondu. À midi, le ton avait changé. Il a envoyé un courriel avec pour objet la demande de médiation. Il prétendait vouloir s'asseoir avec un tiers neutre pour discuter d'une séparation équitable des biens. Il était délirant. Il pensait qu'il y avait des biens à séparer. Il ne réalisait pas que la seule chose que nous partagions maintenant était une scène de crime. À 17 heures, la peur s'est transformée en venin. « Tu sais, si tu insistes, je devrais dire aux gens la vérité sur nous, a-t-il texté. Je leur dirai à quel point tu es contrôlante, comment tu m'as financièrement abusé, comment tu m'as forcé à signer ces papiers parce que tu voulais les déductions fiscales. Je ruinerai ta réputation chez Velom Ridge. » J'ai fixé le téléphone. C'était une menace si maladroite, si désespérée. Il essayait de me manipuler par texto, créant une trace écrite d'extorsion. J'ai transféré la capture d'écran à Marcus avec une seule note, pièce G. Mais le vrai choc est venu le mercredi. Je passais en revue mes alertes de surveillance de crédit, vérifiant que les gels tenaient. J'ai remarqué une notification que j'avais manquée dans le chaos de dimanche. C'était une demande bloquée de AMX Corporate Service. L'horodatage était dimanche matin à 10h30. J'ai fait le calcul. 10h30, c'était exactement au moment où Derek était dans la cuisine en train de brûler l'agneau. C'était 30 minutes avant qu'il n'appelle le traiteur. Il n'avait pas seulement paniqué et commandé de la nourriture. Il avait essayé d'ouvrir une nouvelle carte de crédit professionnelle à mon nom, probablement une carte platine haut de gamme avec une limite de $50 000 pour payer le déjeuner et s'acheter plus de temps. Il se tenait dans notre cuisine, portant un tablier, me souriant tout en essayant simultanément de commettre une autre fraude de $50 000 contre moi. Si je n'avais pas gelé mon crédit samedi soir sur une intuition, cette charge serait passée. Il aurait creusé le trou plus profond en me regardant dans les yeux. J'ai ressenti une vague de nausée, suivie immédiatement d'une poussée de fureur froide. Il n'y avait pas d'erreur. Il n'y avait pas de mauvais investissement. Il n'y avait qu'un prédateur qui me considérait comme un hôte. Mon téléphone a sonné. C'était Hélène. « Élise » a-t-elle dit. Sa voix semblait fatiguée, dépouillée de son habituelle tonalité impérieuse. « Je viens de raccrocher avec votre avocat. Monsieur Thorne avait besoin de vérifier la chronologie de la découverte du prêt. » J'ai dit, « J'espère qu'il n'a pas été trop agressif. » Hélène a dit, « Il a été professionnel, ce qui est plus que ce que je peux dire de mon fils. » Elle a fait une pause. J'ai pu entendre le clic d'un briquet en arrière-plan. Hélène avait arrêté de fumer il y a 10 ans. Apparemment, elle avait rechuté. Elle a dit en expirant lentement, « Je veux que tu saches quelque chose. Je t'envoie mes dossiers de l'époque où Derek avait 25 ans. Il a eu un litige de carte de crédit. Puis je l'ai sorti d'affaire. J'ai couvert l'affaire. Je pensais l'aider. Je réalise maintenant que je lui apprenais simplement que les conséquences sont facultatives. Hélène, tu n'es pas obligée. » Elle m'a interrompu, « Si. J'ai créé ce monstre, Élise. Je vais t'aider à l'enfermer. Utilise les dossiers. Établis un schéma de comportement. Cela aidera pour la plainte pour fraude. Cela prouve que ce n'était pas un manque de jugement ponctuel. C'est une pathologie. » J'ai chuchoté, « Merci. » Elle a dit sombrement, « Ne me remercie pas gagne, c'est tout. » Le jeudi, le monde de Derek a commencé à se dissoudre en temps réel. Les voisins n'avaient pas seulement regardé le spectacle dimanche. Ils l'avaient diffusé. La vidéo que Madame Gable a prise, celle de Derek criant « J'ai juste emprunté ton nom » sur la pelouse, avait fait son chemin jusqu'au groupe Facebook de la communauté locale. Mais la réaction n'était pas celle que j'attendais.
Je pensais que je serais l'objet de pitié. La pauvre épouse avec le mari perdant. Au lieu de cela, ma boîte de réception a été inondée de messages des femmes du quartier. Élise, j'ai vu la vidéo. Si tu as besoin d'un témoin de moralité, je suis là. Il a essayé de vendre un cours de mastermind à mon mari le mois dernier. Nous savions que c'était un escroc. Nous sommes avec toi. J'ai entendu le cri. Je peux témoigner qu'il avait l'air agressif. Fais-moi savoir si tu as besoin d'une déclaration pour l'ordonnance restrictive. La vidéo avait également trouvé son chemin vers la clientèle de Derek. Ses 3000 abonnés Instagram étaient principalement des robots, mais les quelques vraies personnes, de jeunes hommes qu'il avait dupés en leur vendant ses PDF des entrepreneurs alpha, ont vu le clip. Ils ont vu leur mentor pleurer sur une pelouse, se faire gronder par sa maman, admettre une fraude. La section des commentaires de sa dernière publication, « Travaille pendant qu'ils dorment », s'est transformée en cimetière. Mec, tu vis au crochet de ta femme. Je veux mon remboursement. Ce type est un arnaqueur. C'est le type qui a falsifié la signature de sa femme. LOL. Le vendredi après-midi, la plateforme qui hébergeait ses cours de coaching a suspendu son compte en raison d'un volume élevé de demandes de rétrofacturation. Sa vitrine numérique a disparu. Il a été effectivement effacé de l'économie numérique qu'il prétendait gouverner. J'ai de nouveau rencontré Marcus le vendredi soir pour me préparer à l'audience préliminaire concernant l'ordonnance de protection et le gel des avoirs. Marcus a noté en regardant le rôle, il n'a pas d'avocat. Il a demandé un avocat commis d'office, mais comme il est techniquement toujours marié à vous, ses revenus du ménage l'ont disqualifié. Il se représente lui-même. J'ai prévenu, il essaiera de charmer le juge. Il essaiera de raconter une histoire sur la façon dont nous étions partenaires, et que ce n'est qu'un malentendu. Marcus a souri. C'était un sourire de requin. Marcus a dit, laissez-le faire. C'est exactement ce que nous voulons. Pourquoi? Marcus a dit en se penchant en avant, parce que dans une affaire de fraude, le pire ennemi de l'accusé est son propre besoin de s'expliquer. Derek est un narcissique. Il ne supporte pas le silence. Il ne supporte pas de paraître incompétent. Si nous le laissons parler, si nous le laissons essayer d'expliquer pourquoi il a signé à votre nom, il le justifiera inévitablement. Et la justification est un aveu. Marcus a tapoté le dossier sur son bureau. Nous avons les preuves médico-légales. Nous avons l'affidavit du témoin. Nous avons la demande de carte de crédit bloquée de dimanche. Nous avons le témoignage de sa mère. Mais le coup de grâce sera lundi matin. J'ai demandé, que se passe-t-il lundi? Marcus a dit, lundi, c'est l'audience d'urgence pour l'ordonnance restrictive financière. Je vais lui poser une seule question simple. Je vais lui demander de définir 50-50, et quand il répondra, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin pour l'envoyer en prison. J'ai regardé par la fenêtre du bureau en hauteur. Les lumières de la ville s'allumaient en dessous de nous. Quelque part là-dehors, dans une chambre de motel bon marché, Derek était probablement en train de répéter son discours devant le miroir, se convainquant qu'il pouvait encore se sortir de cette situation en parlant. Il ne savait pas que la conversation était terminée. Nous attendions juste que le juge frappe le marteau. L'audience a eu lieu un lundi matin dans une petite salle de conférence éclairée au néon au palais de justice du comté. Ce n'était pas encore un procès pénal, cela viendrait plus tard, mais une audience d'urgence concernant l'ordonnance restrictive financière et la séparation des responsabilités. La pièce sentait la cire à parquet et le café rassis. D'un côté de la longue table en chêne était assis Derek. Il portait un costume que je reconnaissais comme celui que je lui avais acheté il y a 3 ans pour le mariage d'un ami. Il lui allait mal maintenant, flottant autour de ses épaules. Il ressemblait à un homme qui n'avait pas dormi depuis 48 heures. Il n'avait pas d'avocat. Il avait une pile de courriels imprimés et un air d'espoir désespéré et maniaque. De l'autre côté étaient assis Marcus Thorne et moi. Nous avions 3 classeurs. Ils étaient noirs, lourds et méticuleusement organisés. La magistrate, une femme aux cheveux gris coupés en un carré strict et sans aucune tolérance pour les bêtises, a ajusté ses lunettes. Elle a dit en regardant Derek, « Monsieur Hay. Vous vous représentez vous-même aujourd'hui dans l'affaire de la dette contestée et de l'ordonnance restrictive. » Derek a dit, la voix légèrement tremblante, « Oui, votre honneur. Nous avons juste un différend conjugal. » Ma femme réagit de manière excessive à une stratégie commerciale. Je suis un entrepreneur. Marcus l'a corrigé,
La voix douce et froide, vous êtes un fraudeur présumé. Et nous ne sommes pas ici pour discuter de stratégie commerciale. Nous sommes ici pour discuter de vol d'identité criminelle. Marcus a ouvert le premier classeur. Il n'a pas perdu de temps avec des discours théâtraux. Il a simplement présenté les données. Marcus a dit en faisant glisser un document sur la table, pièce A. Voici le journal IP de la signature numérique utilisée pour obtenir le prêt de 98 000 $ de Harbor Crest Landin. La signature a été effectuée à 2h14 du matin le 12 novembre, il y a 2 ans. L'appareil utilisé était un iPad Pro avec un numéro de série enregistré au nom de Derek Hay. Il a fait glisser un deuxième document. Pièce B. Voici l'itinéraire de voyage d'Élise Ramirez pour cette même semaine. Elle était à Chicago pour une conférence. Elle était physiquement à 1300 km de l'appareil qui a signé en son nom. Derek s'est agité sur sa chaise. Nous partageons les appareils. Elle aurait pu se connecter à distance. Elle était au courant du prêt. Elle m'a donné son autorisation verbale. La magistrate a dit sans lever les yeux des papiers, l'autorisation verbale ne supplante pas l'exigence d'une signature vérifiée sur un document de prêt fédéral. Avez-vous une preuve de cette autorisation? Derek a crié en frappant la table de sa main, nous sommes mariés. Nous ne nous envoyons pas de mémos pour chaque décision. Je construisais notre avenir. Non. Une voix est venue du fond de la pièce. Vous creusiez sa tombe. La porte s'est ouverte et Hélène Hay est entrée. Elle ne portait pas son habituel trench coat beige. Elle portait un tailleur gris anthracite, le genre qu'elle portait lorsqu'elle démantelait des entreprises en faillite. Elle s'est dirigée vers la barre des témoins sans attendre d'y être invitée. Hélène a dit, la voix claire et dépourvue de chaleur, je suis la mère de l'accusé. Et je suis ici pour fournir des preuves de moralité concernant son histoire financière. Le visage de Derek est devenu blanc. Maman, qu'est-ce que tu fais? Elle a dit en s'asseyant, je témoigne, Derek. Elle a posé un dossier épais sur le pupitre. Votre honneur, mon fils prétend que c'était un partenariat. Je soumets des dossiers datant d'il y a 7 ans, avant qu'il n'épouse Madame Ramirez. Il a falsifié ma signature sur une demande de location de voiture. J'ai couvert l'affaire parce que j'étais une mère insensée qui pensait qu'il apprendrait. Il n'a pas appris. Il a escaladé. Elle a regardé Derek, et le regard dans ses yeux était d'une profonde déception. Ce n'est pas un partenaire. C'est un parasite, et il se nourrit de la cote de crédit de cette femme parce qu'il a détruit la sienne il y a une décennie. La magistrate a regardé les documents fournis par Hélène. Le silence dans la pièce était lourd, rompu seulement par le bruit des pages qui tournaient. La magistrate a dit en regardant par-dessus ses lunettes, Monsieur Hay. Cela établit un schéma de conduite clair. Derek a pleuré en se levant, elle se ligue contre moi. Il perdait le contrôle. Le masque glissait, révélant l'enfant terrifié en dessous. Je l'ai fait pour nous. Je l'ai fait parce qu'Élise est tellement obsédée par l'argent. Elle compte chaque centime. J'avais besoin de respirer. Marcus a demandé, est-ce pour cela que vous avez exigé des comptes séparés mardi dernier? C'était la question piège. Derek s'est figé. Il a regardé Marcus, puis moi. Derek a bafouillé, j'ai demandé des comptes séparés parce que je voulais l'indépendance. J'ai dit non. J'ai parlé pour la première fois. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je l'ai juste regardé de l'autre côté de la table. Tu as exigé des comptes séparés mardi parce que l'avis final de Harbor Crest était daté du vendredi précédent, ai-je dit. Tu savais que la lettre arrivait. Tu savais que le défaut de paiement était imminent. Tu savais qu'ils étaient sur le point de saisir les comptes. Je me suis penché en avant. Tu ne voulais pas séparer nos finances pour être indépendants, Derek. Tu voulais les séparer pour que, lorsque la banque gèlerait les avoirs, ils ne gèlent que les miens. Tu voulais mettre à l'abri tes 4 000 $ et me laisser encaisser le coup pour les 98 000 $. Tu n'essayais pas de me quitter. Tu essayais de m'utiliser comme bouclier humain. La pièce est devenue mortellement silencieuse. La bouche de Derek s'est ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Ses yeux ont parcouru la pièce, cherchant une sortie, cherchant un mensonge qui fonctionnerait. Mais il n'y avait plus de mensonge. Le calcul était trop propre. Le timing était trop parfait. La magistrate a demandé, sa voix de glace, est-ce vrai, Monsieur Hay? Derek s'est affalé sur sa chaise.
Il a mis sa tête dans ses mains. Il a chuchoté, je ne pensais pas qu'elle trouverait la lettre. Je pensais que si je séparais les comptes, la banque s'occuperait juste d'elle et je pourrais arranger ça plus tard. J'avais juste besoin de plus de temps. Il avait avoué. Il avait admis que la séparation des comptes n'était pas une déclaration féministe ou une tentative d'égalité. C'était une manœuvre tactique pour laisser sa femme se noyer pendant qu'il regardait depuis le rivage. La magistrate a fermé le dossier. Elle a dit en frappant le marteau, ordonnance accordée. Monsieur Hay, il vous est ordonné de quitter la résidence immédiatement. Tous les biens communs sont gelés en attendant un audit judiciaire. La plaignante, Madame Ramirez, se voit accorder une occupation unique temporaire et une protection financière. Je transmets également la transcription de cette audience au bureau du procureur de district pour examen concernant l'aveu de fraude. Derek a levé les yeux, des larmes coulant sur son visage. Élise, s'il te plaît, où vais-je aller? Je me suis levé. J'ai rassemblé mes classeurs. J'ai lissé mon blazer. J'ai dit, tu es un entrepreneur, Derek. Je suis sûr que tu trouveras une solution. Je lui ai tourné le dos. Je n'ai pas regardé Hélène, mais je l'ai entendue expirer. Une longue et frissonnante respiration de soulagement. Elle irait bien. Nous irions tous bien un jour, mais pas ensemble. Je suis sorti du palais de justice et dans le soleil éclatant de l'après-midi. L'air semblait différent. Il semblait plus léger, plus propre. Mon téléphone a vibré dans ma main. J'ai regardé l'écran. C'était une notification de ma banque. Virement direct reçu. Velom Ridge Partners. Montant, 12 400 $. C'était mon nouveau salaire, mon salaire de vice-présidente. Et pour la première fois en 6 ans, chaque centime m'appartenait. J'ai descendu les marches, mes talons claquant sur le béton. Je ne me sentais pas seul. Je ne me sentais pas triste. Je ressentais une profonde sensation de légèreté, comme si j'avais porté un sac à dos rempli de pierres et que je l'avais enfin posé. Je me suis arrêté au bas des escaliers et j'ai regardé le palais de justice. À travers les portes vitrées, je pouvais voir Derek se disputer avec un huissier, ses mains s'agitant dans les airs, essayant toujours de vendre une histoire que personne n'achetait plus. Je me suis détourné et je me suis dirigé vers ma voiture. Je n'ai pas perdu un mari ce jour-là. Je me suis réapproprié. Merci beaucoup d'avoir écouté cette histoire. J'aimerais savoir d'où vous nous écoutez. Alors, s'il vous plaît, laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quel pays ou quelle ville vous représentez. Si vous avez apprécié cette histoire et que vous voulez entendre d'autres drames de vengeance, assurez-vous de vous abonner à la chaîne Olivia Revenge Stories. Aimez cette vidéo et cliquez sur ce bouton pour aider cette histoire à être recommandée à plus de personnes. On se voit dans la prochaine.